Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Les 4 jours de prise d'otages en Algérie se soldent par la mort d'au moins 37 étrangers de 8 nationalités. Nombre d'entre eux exécutés par leurs ravisseurs d'une balle dans la tête, affirme Alger dans un premier bilan officiel. Au Mali, la liesse aujourd'hui à Diabali et Douenza lors de l'arrivée des soldats français et maliens. Le front de la pauvreté en France. Jean-Marc Ayrault vient de préciser son plan qui prévoit notamment une hausse du RSA, socle jusqu'à 50% du SMIC. Secours ou assistanat, on en parle dans le 19 h avec des représentants d'associations et puis la socialiste sénatrice Marie-Noëlle Lienemann et l'UMP Camille Beudin. 50 ans d'amitié franco-allemande célébrée à partir de ce soir à Berlin où vient d'arriver François Hollande. Journée spéciale demain sur la chaîne parlementaire qui permettra de suivre les discours du président français et de la chancelière. Le Premier ministre algérien est donc venu à la mi-journée rompre un long silence officiel sur l'opération menée par les forces spéciales sur le site gazier d'In Amenas. Le bilan avancé est encore provisoire, mais la prise d'otage suivie de l'assaut des forces spéciales a bien tourné au carnage. Flora Sauvage. 2 jours après la fin de l'assaut final, la vie à In Amenas reprend son cours. Lors de l'opération, 37 otages étrangers et un Algérien ont été tués dans la sanglante prise d'otages menée par un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda sur le site gazier d'In Amenas à 1300 km au sud-est d'Alger. D'après le Premier ministre algérien qui a tenu une conférence de presse cet après-midi, l'attaque a été perpétrée par des islamistes venus du nord du Mali. 29 terroristes ont été abattus et 3 ont été arrêtés. Ce groupe était constitué de 32 terroristes. Près d'un tiers des membres étaient des Algériens et le reste étaient d'autres nationalités. Des Tunisiens, des Égyptiens, des Maliens, des Nigériens, des Canadiens et des Mauritaniens. Les terroristes étaient membres du groupe de Mokhtar Belmokhtar, l'un des fondateurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'attaque avait été préparée depuis 2 mois. Parmi les 32 terroristes, on a dénombré 11 Tunisiens. De nombreux otages étrangers ont été exécutés d'une balle dans la tête. Ce rescapé français s'est caché pendant 40 heures sous son lit pour ne pas être repéré. La nuit était plus calme, il y avait moins de tirs. Mais c'était très long la nuit. Et froid. Parmi les otages, 5 étrangers sont toujours portés disparus. Le bilan pourrait donc s'alourdir. Et nous sommes en ligne maintenant avec Faisal Metaoui d'El Watan à Alger. Bonsoir Faisal. La communication vient de s'interrompre. Je pense que nous avons des difficultés à établir le contact. On rejoindra notre confrère algérien dans quelques instants, mais nous profitons tout de suite de la présence dans ce studio de notre spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Pierre Filiu. Bonsoir. Bonsoir. Que vous inspire à vous la communication officielle de l'Algérie sur la prise d'otages et son dénouement sanglant ? Bien effectivement, on voit que on est au sommet de l'État algérien avec la mobilisation du Premier ministre lui-même pour rendre compte de ce bilan tout à fait effroyable, mais aussi pour affirmer que le commando venait du Mali et non pas de la Libye ou du Niger, voire de la région algérienne, comme ça avait été à un moment envisagé. Donc effectivement, on a plus d'informations, mais on voit à quel point la rigidité de cette communication officielle à Alger a pu souvent être prise de court par ce qu'on appelle le djihad médiatique, c'est-à-dire la capacité pour ces groupes terroristes de communiquer très rapidement, entre autres via Internet. La parole de François Hollande sur une réponse appropriée de l'Algérie aurait-elle été possible, selon vous, s'il y avait eu plus de victimes françaises? Il y en a une, là, recensée officiellement. Je crois que la France, au sommet de la République, a souhaité rendre hommage à l'Algérie dans un moment tout à fait difficile. Il faut voir que c'est la première fois que des sites d'hydrocarbures avaient été frappés. Personnellement, j'avais eu la chance, le privilège d'accompagner le président lors de sa visite d'État en Algérie le mois dernier. Effectivement, une nouvelle page avait été tournée entre les deux pays. Et je crois que c'est ce nouveau registre
qui a été celui de la parole officielle française face à cette tragédie. Alors on va voir ce qui se passe maintenant de l'autre côté de la frontière, donc au Mali, d'où venaient les assaillants, les terroristes. Selon Alger, les forces françaises et maliennes, il faut le préciser, ont donc continué aujourd'hui leur progression en reprenant notamment la ville de Diabali aux rebelles, comme à Bamako d'ailleurs au premier jour de l'intervention française. Eh bien, les drapeaux bleu, blanc, rouge ont été brandis. Véronique Pagnon. 9h, heure locale ce matin, 200 soldats français et maliens entrent dans Diabali. La ville située au nord de Bamako était aux mains des djihadistes depuis une semaine. Les soldats l'ont reprise sans aucune résistance, accueillis par la population restée sur place. Une population rassurée mais qui craint la présence de mines posées par les islamistes. Une autre ville, Douanza, a été libérée toujours ce matin, tout près de la ville de Kona, au centre du pays, qui elle avait été reprise aux islamistes jeudi dernier. Les troupes françaises aux côtés des Maliens continuent leur progression vers le nord du pays, rejoignant le souhait du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, obtenir une reconquête totale du pays. Mais il faudra atteindre le nord-ouest, une zone fortement contrôlée par les islamistes, dont AQMI, présents dans les villes de Tombouctou, Goa et Kidal. Les soldats sur place attendent du renfort. La mission internationale, la MISMA, devrait déployer 2000 soldats d'ici au 26 janvier. Pour l'instant, elle n'en a envoyé que 200. De leur côté, 200 soldats tchadiens devraient arriver prochainement au Mali. En attendant, la population prise sous le feu des combats se réfugie en masse dans des camps au Burkina Faso. L'Union européenne, dont on attend beaucoup, vient d'annoncer la tenue prochaine d'une réunion entre les ministres en charge du Mali. Réunion à laquelle seront conviés l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU. Elle aura lieu le 5 février. Voilà, notre confrère d'El Watan, Faisal Metaoui, est à nouveau en ligne avec nous. Faisal, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la communication officielle à laquelle on a donc enfin assisté aujourd'hui à Alger lève pour vous toutes les interrogations sur ce qui s'est vraiment passé à In Amenas? La communication officielle elle a été désastreuse dès le départ. Il a fallu attendre beaucoup de temps pour que le ministre de la Communication et le Premier ministre aujourd'hui commencent à parler et à donner des clarifications. Non, il y a toujours des interrogations par rapport à ce qui s'est passé, au-delà du bilan donné notamment pour la mort des ressortissants étrangers, puisqu'on ne peut pas cacher quand même des morts de ressortissants étrangers. Il y a des questionnements sur la sécurité des installations, sur la manière avec laquelle le groupe était entré en Algérie par la frontière. Et donc toutes ces questions restent suspendues. Le Premier ministre n'a pas donné toutes les explications. Très bien, merci pour ces précisions, Monsieur Féliu. Cette lutte contre le terrorisme sur deux fronts, j'ai envie de dire, il y a le Mali et puis il y a également toutes les régions environnantes. On l'a vu avec l'assaut terroriste en Algérie. Cette guerre va-t-elle durer des années ou des décennies, comme le dit David Cameron en Grande-Bretagne? Je crois que le discours de guerre est extrêmement délicat. On se rappelle que l'administration Bush avait brandi la guerre contre le terrorisme. C'est pas ce vocabulaire qu'on entend chez tous les responsables politiques français aujourd'hui, en fait, du gouvernement? Je crois que l'expression guerre contre le terrorisme n'a été employée qu'au cours du premier week-end. Oui. Elle était de toute façon par le ministre de la Défense. Tout à fait malvenue, parce qu'on ne peut pas gagner la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme est une technique, ce n'est pas un ennemi contre lequel on peut remporter une bataille, et l'administration Bush a prouvé que c'était une chimère. En revanche, on peut remporter des victoires opérationnelles contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais il faut très précisément désigner quelle est la cible et donc désigner quels sont les objectifs de cette guerre, si guerre il y a, et non pas se perdre dans ce que je considère être plutôt de la fantasmagorie géopolitique. Aujourd'hui, le président égyptien Morsi, qui est issu des Frères musulmans, a condamné l'intervention au Mali. Ça n'est pas une surprise pour vous? Si, quand même, parce qu'effectivement, on sait que les Frères musulmans sont très attentifs à une popularité qui est en chute libre en Égypte, et qu'ils préparent déjà les prochaines élections et qu'ils ont voulu faire sans doute de la démagogie, mais il est tout à fait inquiétant de voir les nouvelles autorités du Caire au fond enfourcher les sirènes plutôt de la surenchère que de la fermeté face au terrorisme. Et à terme, ce sera ma dernière question, est-ce qu'une phase de négociation vous semble imaginable un jour avec une frange des islamistes? Ah, les islamistes, bien sûr. Oui. Les islamistes, il faut à tout prix négocier avec eux pour justement Au Mali. Et au Mali comme ailleurs, pour justement les disjoindre des terroristes et arriver à une forme d'accord, mais sauf qu'au Mali, la question est bien plus compliquée parce qu'il faut, c'est une vision politique pour le nord du pays
On a eu aujourd'hui des nouvelles très inquiétantes sur des exactions qui ont été commises à l'encontre des populations nordistes par l'armée malienne ou les milices qui lui sont rattachées. Si cette guerre devenait effectivement une guerre de revanche, de reconquête, de représailles, à ce moment-là, je crois qu'on aurait perdu sur tous les tableaux. Voilà, c'est une dérive évidemment qui inquiète notamment les capitales occidentales et Paris en premier lieu, évidemment, sachant qu'il y a par ailleurs une population civile qui fuit évidemment la zone de combat. Merci beaucoup Jean-Pierre Philu. J'en profite pour rappeler le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. Merci beaucoup, aux éditions Fayard. Merci d'être venu avec nous ce soir. La foule aujourd'hui à Washington pour l'investiture de Barack Obama, prestation de serment public à l'occasion de l'entrée dans son second mandat. Le président américain a appelé dans son discours à l'action, dans la lutte contre la violence due aux armes, le changement climatique, pour les droits des homosexuels. Le Capitole sert bien sûr de décor à cette gigantesque mise en scène à laquelle a participé des stars comme Beyoncé qui a chanté l'hymne national. La journée se terminera par des bals, comme le veut la tradition. François Hollande, ferme sur la création prochaine du mariage gay, va néanmoins recevoir des opposants, les associations qui ont organisé la manifestation parisienne du 13 janvier, réclamaient de longue date cette entrevue à l'Élysée qui pourrait avoir lieu vendredi. La pauvreté avait donné lieu en décembre à une communication du Premier ministre. Il avait présenté un plan d'action global. Eh bien, il y a quelques instants, Jean-Marc Ayrault est revenu sur le détail des mesures, mais pas véritablement sur leur financement. Faustine Saint-Geniès. Minima sociaux, logement, éducation, le Premier ministre dévoile en ce moment les mesures phares de son plan anti-pauvreté. Parmi les priorités, la hausse du RSA socle, plus 10% en sus de l'inflation d'ici à 2017, mais aussi la réforme du RSA activité, trop peu réclamée par ceux qui devraient en bénéficier. Le gouvernement souhaite également élargir l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire. Objectif, 750 000 nouveaux bénéficiaires. Le plan prévoit également un investissement dans l'hébergement, hébergement d'urgence et pour les demandeurs d'asile, avec notamment la création de 9 000 places supplémentaires, coût total de cette mesure, 50 millions d'euros. Autres initiatives de ce plan anti-pauvreté, un meilleur accès aux places de crèche pour les familles en difficulté, ou encore la création d'un fichier national pour les personnes surendettées. Reste à savoir comment le gouvernement compte financer ces différentes mesures. Eh bien, pour en débattre, les invités du 19h ce soir sont déjà, je vous les ai présentés, la sénatrice PS Marie-Noëlle Lienemann, et puis Camille Bedin, secrétaire nationale de l'UMP en charge de l'égalité des chances. Et puis nous ont rejoint Christophe Deltombe, le président d'Emmaüs France, et Alain Marcu, le porte-parole d'Agir contre le chômage et la précarité. Merci à tous d'être avec nous. Marie-Noëlle Lienemann, on vous c'est toujours très critique sur les initiatives du gouvernement. Comment jugez-vous ce qu'a dévoilé le Premier ministre il y a un instant? Un ensemble de mesures, on vient de les résumer, pour lutter contre la pauvreté dans notre pays. Écoutez, c'est une contribution positive. Je pense que c'est une bonne feuille de route. Maintenant, ce qui est important, c'est sa mise en œuvre. Et c'est de ce point de vue assez positif qu'une personne soit chargée de suivre, puisque vous savez que j'allais dire Jacques Chirac, c'est son fils, François Chirac, qui est chargé de cette responsabilité. On avait déjà eu des pistes qui avaient été annoncées. Je pense que c'est un effort important. Bien sûr, on peut considérer qu'on n'a jamais fait suffisamment, mais déjà mettons ça en œuvre vite, et ensuite, sans doute, on pourra s'attaquer à d'autres sujets. Très bien. Camille Bedin, votre réaction à chaud, sachant que Laurent Wauquiez a déjà repris ses arguments du mois de décembre en disant que c'est un plan qui privilégie l'assistanat. En partie, mais ce que je veux dire là, c'est que c'est un sujet douloureux, la précarité. On voit tous dans notre pays que c'est un sujet qui monte encore plus que d'habituel. Moi, dans ma ville à Nanterre où j'habite, ce sont des gens que je rencontre de plus en plus, qui sont de plus en plus en situation de précarité. Il y a un chômage qui augmente 2 fois plus vite depuis 6 mois. Il y a 9 millions de gens aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Donc, là, ce qui est fait, c'est il y a des choses qui sont positives. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. On ne sait pas comment ça va être financé. Mais ce que je dénonce de la même manière que Laurent Wauquiez, c'est que
c'est sans contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'argent sans aucune contrepartie qui est demandée. Donc on alimente un système qui encourage l'assistanat. Et puis, comment on va le financer? Par des hausses d'impôts. Plus vous augmentez les impôts, plus vous découragez l'économie, plus vous déprimez l'économie, et plus il y a de chômage. On n'a pas d'informations sur le financement. On parle d'un redéploiement des crédits déjà des ministères concernés. C'est forcément une hausse d'impôts puisqu'il n'y a pas de baisse de dépenses annoncée nulle part en la matière. Donc si vous augmentez des impôts, vous encouragez le chômage. Si vous encouragez le chômage, vous encouragez la pauvreté. Donc on est dans un puissant fond qu'on est en train d'alimenter en permanence avec ce gouvernement. Pas d'impôts supplémentaires, a même précisé il y a un instant le Premier ministre. Très franchement, si en baissant les impôts, on avait fait réduire le chômage et la pauvreté, ça se saurait parce que ça fait 10 ans, madame, que la France a accru sa pauvreté de 2 points, 2% de la population. On avait 12% des Français qui étaient sous le seuil de pauvreté et maintenant 14%. Reste que ce que vous dites sur l'assistanat n'est pas exact. D'abord, quand on vit avec 50% du SMIC avec le RSA, croyez-moi, on n'est pas en train de se prélasser dans l'oisiveté tranquille. Deuxièmement, vous dites, et la thèse des contreparties, s'il y avait au chômage que des personnes qui n'ont pas envie de travailler, croyez-moi, on arriverait vite à régler le problème du chômage. Il y a un chômage de masse et une partie des gens, il faut les stimuler. Alors, je vous donne un exemple des contreparties. Dans les 100 000 emplois qui sont préconisés, encore que moi je ne suis pas sur cette thèse, la solidarité doit s'imposer, mais simplement il faut faire aider l'autonomie des gens. Par exemple, les 100 000 postes qui vont être créés de ce qu'on appelle la garantie jeune. C'est-à-dire là, on va accompagner des jeunes qui les contrats d'insertion. Non, voilà, mais qui sont eux loin du travail. À la différence des contrats d'avenir, qui sont là des contrats pour des gens qu'on va mettre au travail, enfin qu'on va mettre à qui on va proposer du travail. Là, c'est vraiment des jeunes en très lourdes difficultés. Et avant qu'ils puissent retrouver du travail, il faut qu'ils acceptent des formations ou par exemple, à travailler dans une régie pour pouvoir faire un peu de travail, etc. Cet accompagnement progressif sera obligatoire pour toucher la garantie d'emploi. Sur ce point-là, les contreparties là, pour les jeunes qui vont bénéficier d'un contrat d'insertion, ils sont 100 000, c'est ce qui est prévu. Il n'est pas question dans aucun de nos propos de critiquer les gens qui bénéficient aujourd'hui des allocations. La seule chose, c'est une philosophie de dire, c'est pour ça que nous proposons, par exemple, dans notre projet, que les bénéficiaires du RSA travaillent 7 heures par semaine. Voilà, c'est juste une philosophie. Il n'y a aucun système de l'OCDE où on dépense autant d'argent avec de si faibles résultats. Si la pauvreté continue à augmenter en France, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et s'il y a un problème quelque part, c'est qu'il faut relancer la compétitivité de notre économie. Alain Marcu, vous voulez intervenir. Et ce n'est pas avec des emplois non marchands qu'on va y arriver. Ça n'empêche pas. Monsieur Marcu, vous vouliez intervenir sur les contreparties et sur les dépenses sociales dans notre pays. Non, et puis plusieurs choses également, parce qu'on dit que le chômage a augmenté ces 6 derniers mois. Simplement, on savait que tous les plans sociaux étaient déjà sous le coude. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu également une grande masse de gens, on parle de la pauvreté qui a augmenté, mais il y a une grande masse de gens qui sont arrivés en fin de droit. C'est-à-dire qu'ils arrivent aux ASS. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Aux dernières allocations de solidarité. Les dernières allocations de solidarité. Ensuite, dans le cas de ce qui aggrave la pauvreté, c'est qu'aujourd'hui les ASS, quand on est en fin de droit, c'est qu'il n'y a pas d'individualisation des revenus. C'est-à-dire qu'un couple, c'est basé sur le quotient familial. Donc, de fait, vous avez des couples qui rentrent dans la pauvreté du jour au lendemain. Donc ça, on a demandé l'individualisation. Votre commentaire sur les premières mesures, votre premier commentaire sur les mesures dévoilées aujourd'hui. C'est des mesurettes, il y a 8,5 millions de pauvres. Des mesurettes. C'est des mesurettes, il y a 8,5 millions de pauvres. Il est évident que, bon, et d'autre part, quand j'entends, oui, on rentre dans l'assistanat, etc. Bon, effectivement, vous avez bien fait de reparler de M. Wauquiez. Ben, écoutez, je suis désolé, mais je représente une bande de cancéreux. Puisqu'il paraît que les assistés sont des cancéreux. On va reprendre les propos de M. Wauquiez. Bon, donc, les gens qui sont effectivement vraiment dans la merde, je suis désolé, ils sont en train de courir pour manger, pour se loger, et ils ne demandent pas mieux que de travailler. C'est pas vrai. Personne ne dit le contraire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aider vraiment. Vous avez parlé de philosophie, je réponds philosophie. Ceux qui ont vraiment moins que les autres. Là, notre système social en France, il donne beaucoup à beaucoup de gens. Le problème, c'est que comme vous avez 6 millions de fonctionnaires dans notre pays, quand vous apprenez aujourd'hui que Vincent Peillon a 14 cuisiniers dans ses cuisines, et ce genre de gabegie... Madame, si vous ne cassez pas vos amortisseurs, c'est qu'il y a un service public qui s'occupe de la DDE. C'est l'administration qui fonctionne comme ça. Ayons le courage de faire les vraies coupes dans nos budgets pour redistribuer l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les sans domicile fixe, ce sont les familles monoparentales en situation de grande précarité. Le service
République, c'est de la répartition de richesses. Christophe Delton va prendre la parole, on l'a pas entendu, le président d'Emmaüs. Avant de vous situer dans ce débat, dites-nous, vous, comment vous recevez les annonces du Premier ministre. D'abord, je voudrais vous dire que ce plan était attendu, que ça fait tout de même un certain nombre de mois qu'on y travaille, que des groupes de travail ont été mis en place, et j'ai envie de dire enfin. Alors, enfin, ça veut dire quelque chose. Un plan avec un certain nombre de mesures. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus évidemment, dans ces mesures, il faut faire en plus par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Il faut faire un certain nombre d'analyses. Il y a évidemment un certain nombre de mesures qu'il faudra creuser. Mais je dirais qu'il y a deux domaines dans lesquels on a à la fois des satisfactions et des interrogations, voire des attentes. Le premier domaine, c'est le domaine économique. C'est-à-dire que nous sommes, nous, convaincus que les personnes les plus loin de l'emploi peuvent retrouver de l'emploi par l'insertion, par l'activité économique. Et on dit toujours que c'est toujours le volet qui ne marche pas. C'est un volet sur le, c'est pas du tout exact, c'est pas du tout exact, c'est un secteur qui marche, c'est un secteur dans lequel on a, si on y met un petit peu de moyens, on peut effectivement retrouver le chemin du travail, et on voit bien d'ailleurs que tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, le secteur de la récupération... Vous savez, quand on parle en privé aux élus, aux maires des villes, ils nous disent, mais vous savez, dans notre population, on a une frange de la population qui jamais ne retournera au travail. Ils le disent. Je vais vous donner un exemple. On a les élus de toute tendance. Non, mais on a eu une vision de l'insertion par l'activité économique qui était extrêmement rigide. Et on avait des contrats qui étaient type de 20 heures par semaine, pointe à la ligne. Quand quelqu'un est à la rue depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, il ne peut pas retravailler à hauteur de 20 heures par semaine, c'est impossible. Ce que nous préconisons et que nous avons mis en expérimentation, ce sont des contrats progressifs. On commence avec quelques heures par semaine et on avance progressivement en importance, et de cette manière-là, on peut retrouver effectivement le chemin de l'emploi. La structure Emmaüs Défi à Paris, qui s'occupe essentiellement des personnes les plus loin de l'emploi, a expérimenté ce mécanisme. Le taux de réussite, c'est 80%. Donc moi, je veux bien que les élus disent cela, mais qu'ils regardent de près et s'aperçoivent que quand on a effectivement une expérimentation sociale fine de cette nature, on peut apporter une vraie réponse. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point sur lequel nous avons à la fois, enfin plutôt des attentes d'ailleurs que des satisfactions, c'est le problème de l'hébergement et du logement. Alors là, il y a des choses qui sont annoncées pour le logement social et les hébergements d'urgence. On annonce 8 000, 4 000, 4 000, 4 000 places en hébergement, 4 000 places en CADA, et on annonce également 150 000 constructions de logements. Mais le problème, c'est le financement. Là, j'ai une interrogation. J'ai une autre interrogation, c'est sur le problème du taux de TVA pour le logement social. Ce taux de TVA doit impérativement être baissé, revenir à 5%. Il n'est pas normal qu'on le maintienne à ce niveau, alors qu'il était à 5% autrefois. Il faut absolument revenir à cela si on veut véritablement construire. Alors aujourd'hui, plusieurs associations, dont AC, que vous représentez sur ce plateau, ont mené une opération coup de poing au ministère des Affaires sociales. Je vous propose de suivre ce reportage de Jérôme Rabier avant de retrouver notre débat animé ce soir avec nos invités. Les miettes, c'est pour les pigeons! Nous voulons les miettes, c'est pour les pigeons! Des miettes jetées au sol pour dire au gouvernement que ces mesures ne sont rien face à l'ampleur de la précarité. Une cinquantaine de militants associatifs ont investi ce matin le ministère de la lutte contre l'exclusion pour faire entendre ce message. Nous disons aujourd'hui au gouvernement, les miettes, ça suffit, le blabla, ça suffit. On veut la mise en œuvre de vrais droits qui permettent d'amener dans notre pays, de franchir un pas en matière de civilisation. Principale revendication, une forte revalorisation du RSA et que ce dispositif soit étendu aux jeunes de moins de 25 ans. Une augmentation qui est promise de 10 € par mois. Nous on demande 250 €, c'est pas de trop, c'est même pas le seuil de pauvreté. Donc nous on dit qu'il faut faire quelque chose parce que dans le même temps où le gouvernement annonce que pour 2013, malheureusement la situation de l'emploi va pas changer, on condamne les gens à la misère. Des mesures sur le logement, sur les aides sociales ou encore des dispositifs d'urgence, c'est l'ensemble de la politique du gouvernement qu'il souhaite voir évoluer. Dans ce pays, il y a entre 8 et 10 millions de Français qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. Alors monsieur Hollande, monsieur Hérault, il est temps de changer de cap. Une occupation qui ne sera pas restée vaine, la ministre déléguée à la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti, s'engage à recevoir les associations demain. Pas sûr néanmoins que les annonces de Jean-Marc Ayrault ce soir suffisent à satisfaire les militants. Justement, restons sur la question du financement, puisque le Premier ministre est resté assez flou, et on peut dire qu'en matière de lutte contre la pauvreté, on n'en aura jamais assez.
Ça, bien sûr, mais c'est surtout que moi, je m'interroge vraiment. Ça fait 6 mois, 8 mois maintenant qu'on nous annonce des hausses de dépenses en permanence. Là encore, c'en est une. Très bien sur ce domaine-là. Comment on les finance? Vous dites qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt. Le Premier ministre dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt. Ça fait 8 mois qu'il dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt. Tous les jours, on a une nouvelle taxe. Donc, moi, je vous le dis, je ne le crois plus et je ne le crois pas en la matière. Plus vous augmentez de dépenses sans faire de réduction là où il y en a vraiment besoin, pour concentrer l'argent pour ceux qui sont les plus défavorisés. Tant que vous ne faites pas ça, tant que vous ne coupez pas dans la dépense publique et que vous ne redistribuez pas réellement à ceux qui en ont le plus besoin, vous ne ferez pas avancer la question de la pauvreté en France et vous ne ferez pas... Alors, vous voulez qu'on parle de ce qu'on a fait oui, la preuve, ça a augmenté de 2% si vous voulez. Nous avons augmenté, par exemple, le minimum vieillesse de 25%. Ça fait 150 euros par mois. Ça fait 150 euros par mois. Ça fait 150 euros par mois de plus pour le minimum vieillesse. Nous avons augmenté de 25% l'allocation adulte handicapé, 150 euros de plus par mois. Nous avons augmenté 125 000 logements sociaux construits par an. J'attends de voir ce que vous allez faire. 125 000 on ne va pas refaire le bilan contre le projet, là, parce que maintenant, les choses sont engagées différemment. La gauche nous a fait partie pour le président des riches pendant 5 ans. Nous avons été soi-disant caricaturés comme le président des riches pendant 5 ans. Jamais on en a fait autant. Monsieur Jamais Marcu, nous n'avons dépensé autant. votre situation personnelle, vous pouvez nous en dire un mot? Oui. Vous l'avez esquissé tout à l'heure. Vous êtes vous-même au chômage depuis 3 ans? Non, j'ai été au chômage et là je suis sur un emploi aidé. Je suis le seul salarié pour une association nationale qui recouvre au niveau national. C'est-à-dire c'est vraiment petit moyen. Ça s'appelle un emploi tremplin. Et quelle perspective personnelle vous donnez, vous, aujourd'hui? Moi j'ai 58 ans. Je ne serai plus cadre commercial dans l'électronique de sécurité. Vous l'avez été? Je l'ai été. J'ai même été agent commercial, c'est-à-dire que j'ai été travailleur indépendant. J'ai été viré 3 fois pour bons résultats, parce que les gens ne le savent pas, ça s'appelle des licenciements transactionnels, c'est-à-dire que vous faites votre travail, en l'occurrence, vous faites votre travail de commercial, bon, c'était mon cas, mais vous touchez jamais les coms parce que vous êtes viré avant, avec un gros chèque peut-être, de 3 à 6 mois, vous avez un gros chèque, ça vaut dommages et intérêts, mais vous êtes dehors, et vous touchez jamais. J'ai référencé des produits dans les administrations, ça continue à courir, j'ai jamais touché un rond. Voilà, ça c'est un cas spécifique des commerciaux. Bon, et vous avez eu l'impression de basculer dans la pauvreté vous-même? J'ai cette chance. J'ai cette chance. Bon, déjà, je suis marié, donc effectivement en couple, on arrive à se tenir. Ensuite, j'ai la chance d'avoir une culture générale qui me permet éventuellement même faire des animations au supermarché. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que se battre contre la pauvreté, c'est pas de la dépense. C'est de l'investissement. Car les gens qui sont dans la pauvreté, qui courent après les restos du cœur, qui courent après les primes de chauffage, ne dis pas bien sûr vous avez fait l'inverse. Non. Donc, ça, c'est de la dépense d'investissement. Il y a des choses à faire, il y a des logements à réhabiliter, et comme le dirait le DAL qui était avec nous, ainsi que le MNCP, ainsi que la PES, puisque nous étions tous présents solidaires, et également les marches européennes, parce qu'on est au courant aussi de ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, en Hollande, je dis que se battre contre la pauvreté, c'est de l'investissement. Monsieur Delton, vous êtes d'accord avec cette idée? Je suis d'accord. Et vous aurez le mot de la fin, vous allez conclure ce débat. Je suis d'accord avec l'investissement, le fait d'investir dans ces mesures, ça peut être aussi effectivement productif. Je vais prendre un tout petit exemple. Les communautés Emmaüs qui ne vivent pas de subventions, qui vivent uniquement de la récupération, s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Elles ont des marchés de récupération. Il est impératif qu'on les aide simplement sur le plan des clauses sociales, qu'on leur donne des priorités pour qu'elles puissent accéder à des marchés publics de manière prioritaire. Et là, il faut effectivement faire des choix, et je pense que ces choix-là ne sont pas suffisamment marqués. Un mot, vous voulez ajouter? Plutôt que d'embaucher par exemple 60 000 fonctionnaires, je serais pour qu'on investisse en faveur des personnes les plus défavorisées, c'est tout. C'est une question de philosophie. 60 000 enseignants, réduisez le temps de travail à 32 heures, vous allez voir, il y avoir des emplois. Ça évite l'échec scolaire des enfants les plus en difficulté, qui auront le C. Monsieur disait son niveau culturel, plus l'école permettra de lutter contre l'échec, plus les rebonds possibles contre la pauvreté seront possibles. Je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il y a un débat global sur les politiques d'austérité. Et que dans ce cadre-là, moi je pense que le plan n'est pas mauvais, mais c'est quand même la politique d'austérité auquel il faut réfléchir. Merci, c'est la fin de ce journal. À 22 h, Sonia Mabrouk, et je vous retrouve dès demain, 18 h, pour Preuve par 3 avec Fleur Pellerin, la ministre en charge de l'économie numérique, sur LCP, Assemblée nationale, à suivre Doc à Doc. Bonsoir et à demain donc.
En 20 ans, sous Napoléon III, des travaux gigantesques ont fait de Paris la capitale que nous connaissons aujourd'hui, notamment en créant de grands axes. Le centre de Paris, c'était l'île de la Cité, essentiellement. Et comme on ne pouvait plus circuler dans le centre, le seul moyen, c'était de rendre de nouvelles circulations. Maître d'œuvre de cette métamorphose, le baron Haussmann, préfet de Paris de 1853 à 1870. Partout où il est passé, il y a eu des progrès. Cette espèce de locomotive lancée à pleine vitesse dans un siècle qui s'interroge, c'est probablement l'image la plus belle d'Haussmann. Comment Haussmann a transformé Paris? Ce soir à 22h30 sur Public Sénat.